Bonjour, chers amis, c'est Hervé Chesville à l'antenne, toujours heureux de vous retrouver pour notre émission hebdomadaire Panorama Info. Alors, l'actualité de ces jours-ci m'a inspiré une réflexion qui n'est pas nouvelle, d'autres l'ont eue avant moi, mais moi j'y pense depuis longtemps. Je pense, basé sur, bien sûr, sur mon expérience des conflits, des pays dans lesquels j'ai vécu, pays affectés par des conflits armés ou sortant de conflits armés, j'ai pu constater que dans toutes les guerres que j'ai connues, ou toutes les guerres que j'ai étudiées, la principale victime, c'est toujours la vérité. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans toutes les guerres depuis les temps immémoriaux. Un petit retour dans l'histoire lointaine et plus récente. Il y a quelques années, j'avais lu un livre écrit par un historien tunisien au sujet de la bataille de Zama. Alors, pour rappel, la bataille de Zama a eu lieu en l'an 202 avant Jésus-Christ, dans l'actuelle Tunisie, dans le nord-ouest de la Tunisie, même si jusqu'à présent personne n'a été en mesure d'identifier avec précision le lieu de cette bataille. Donc cette bataille opposait d'une part Scipion l'Africain et les troupes romaines, soutenues par des troupes du roi Numide, et d'autre part les troupes carthaginoises d'Hannibal, qui, après sa fulgurante aventure autour de la Méditerranée occidentale qu'il avait conduit aux portes de Rome, avait fini par se rembarquer vers sa patrie d'origine pour la défendre contre une contre-offensive romaine conduite par Scipion l'Africain. Du moins, c'est ce que l'histoire officielle nous raconte. Or, l'historien tunisien auquel je fais allusion argumentait que, en fait, la bataille de Zama n'a jamais eu lieu. Que c'est une histoire réécrite, reconstruite 3 générations plus tard, quand le petit-fils de Scipion l'Africain, qui avait des ambitions politiques dans la Rome de l'époque, avait cherché à mythifier son grand-père pour donner plus de poids à ses propres ambitions politiques. Comment dirais-je, je ne me souviens plus exactement de tous les arguments qu'il citait, mais il indiquait qu'il était étrange que, après cette défaite de Zama, l'État carthaginois ait subsisté et que, par exemple, le port punique, dont on voit encore les vestiges aujourd'hui à Carthage, datait en fait d'après la bataille de Zama. Donc comment est-ce que les Romains auraient-ils pu laisser Carthage reconstruire sa puissance militaire et créer ce port si réellement Carthage avait été écrasé en 202 avant Jésus-Christ. Et Hannibal lui-même a continué à diriger Carthage pendant un certain nombre d'années après cette soi-disant défaite écrasante. Bon, mais je ne suis pas là pour parler d'Hannibal et de Scipion l'Africain. C'est juste pour donner un exemple. Et d'ailleurs, les Romains se sont empressés, après leur victoire définitive sur Carthage, de détruire les chroniques carthaginoises, et ils ne sont pas arrêtés là. Ils ont également détruit les textes grecs qui évoquaient Carthage.
Ce qui fait que nous ne connaissons cette bataille de Zama que par les textes romains. La vérité appartient toujours au vainqueur, n'est-ce pas? C'est le vainqueur qui réécrit l'histoire de son point de vue. Et là, en l'occurrence, les Romains ont cherché à effacer toute trace d'éventuels autres points de vue quant à cette guerre punique et cette bataille de Zama. Un grand saut dans l'histoire, je pourrais dire quelques mots de la bataille de Valmy, qui a eu lieu le 20 septembre 1792, qui est considérée comme la première grande victoire de la France révolutionnaire face aux armées alliées qui avaient commencé à envahir le territoire français. Une grande partie du mythe révolutionnaire, du mythe de la République qui devait être proclamé durant cette période, repose sur cette soi-disant grande victoire de Valmy. C'est devenu une image d'Épinal et on nous l'a enseigné à l'école primaire. Je ne sais pas si on l'enseigne encore aujourd'hui. Les historiens, depuis, ont revu l'importance de cette bataille qui finalement n'aurait été qu'une simple canonnade et certainement pas une grande défaite des Alliés face aux armées révolutionnaires. Mais on avait besoin d'un mythe, pour asseoir la toute jeune République. Plus proche de nous, le 31 août 1939, Himmler, le chef de la SS, a organisé une opération diabolique qui a consisté à prélever des prisonniers dans un camp de concentration nazi, à les déguiser en soldats polonais et à monter une fausse attaque contre une station de radio dans la ville qui était allemande à l'époque, la ville de Gleiwitz, qui aujourd'hui se trouve en territoire polonais et qui s'appelle Gliwice en polonais. Donc, quelques coups de feu ont été tirés, un communiqué en langue polonaise a été passé sur les ondes de la radio dont les soi-disant polonais s'étaient emparés. Un communiqué naturellement hostile à l'Allemagne et à ses dirigeants. Au bout de quelques minutes, tout était terminé et les malheureux prisonniers, qui étaient au nombre de 12, ont été froidement abattus et on a laissé leurs cadavres déguisés, comme je l'ai dit, en uniforme polonais. C'était le prétexte dont Hitler avait besoin pour envahir la Pologne. Et dès le lendemain, il a utilisé cette attaque contre cette localité allemande et ce poste de radio allemand comme casus belli pour déclencher son opération d'invasion qui avait été préparée des semaines, voire des mois à l'avance. Et ça a été la guerre éclair et la conquête de la Pologne et bien sûr le début de la Seconde Guerre mondiale. Durant cette même Seconde Guerre mondiale, à la suite du pacte germano-soviétique, les soviétiques ont envahi la partie est, la partie orientale de la Pologne, alors que le reste du territoire, c'était les armées nazies qui s'en étaient emparées. Et durant cette invasion soviétique de la partie orientale de la Pologne, un certain nombre de prisonniers polonais, de soldats polonais ont été faits prisonniers, et en particulier beaucoup d'officiers et sous-officiers. Ces malheureux ont été massacrés à Katyn, mais pas seulement à Katyn, en fait dans toute la partie ouest de l'Union soviétique, même à Kherson et dans d'autres, ou près de Minsk également. Katyn se trouve dans la Russie actuelle, non loin de Smolensk, pas très loin de la frontière de Biélorussie. Il y a eu au total environ 22 000, ce n'était pas un chiffre rond, 22 000 officiers, sous-officiers
polonais qui ont été, et même des gens qui n'étaient pas officiers, des intellectuels, qui ont été massacrés dans différentes localités, mais une grande partie à Katyn. 60 000 autres ont été déportés vers la Sibérie. Lors de l'offensive allemande contre l'Union soviétique, l'opération Barbarossa, à la fin du printemps de 1941, les Allemands ont découvert les charniers, en particulier le charnier de Katyn, et ont bien sûr utilisé cette découverte à des fins de propagande anti-soviétique pour accuser donc l'Union soviétique de crimes de guerre, alors qu'eux-mêmes commettaient des crimes de guerre de grande ampleur à l'encontre des populations civiles des territoires dont ils faisaient la conquête, en particulier les Juifs, mais pas seulement. Mais les Juifs ont été les principales victimes de tueries de masse. Toujours est-il que lorsque les Soviétiques ont commencé à repousser les Allemands en 1943, ils se sont emparés de la zone de Katyn, ont à nouveau exhumé les cadavres et là ont accusé les Allemands de crimes de guerre, prétendant que c'était les nazis qui avaient massacré ces officiers et sous-officiers polonais. Ils ont même voulu, les soviétiques, inclure ce chef d'accusation à Nuremberg. Mais les autres puissances alliées qui avaient créé ce tribunal international de Nuremberg pour juger les dirigeants nazis, connaissaient certainement la vérité et n'ont pas voulu que ce chef d'accusation soit retenu contre les dirigeants nazis. Il a fallu attendre la fin de l'Union soviétique, les toutes dernières années de l'Union soviétique, pour que Mikhaïl Gorbatchev reconnaisse la responsabilité de l'Union soviétique dans ce massacre épouvantable de l'élite militaire et intellectuelle polonaise. Donc voilà un crime de guerre, un crime de masse, dont on a accusé à tort, très longtemps, jusqu'en 1988-89, l'Allemagne nazie. Bon, on n'avait certainement pas besoin de ce massacre en particulier pour accuser les nazis, qui ont commis bien d'autres atrocités et ont été responsables de la mort de millions et de millions de personnes, responsables de l'extermination des Juifs, des Tziganes et autres. Mais voilà donc encore un exemple de mensonge historique émis, récupéré et re-récupéré à des fins de propagande par les différents protagonistes du conflit. Je pourrais aussi évoquer la guerre d'Algérie, où le gouvernement algérien, depuis l'indépendance, a construit un mythe de la lutte armée héroïque menée par le peuple algérien contre le colonialisme français, qui s'est soldée par une victoire admirable de la rébellion du FLN. Et c'est ce que des générations d'écoliers algériens apprennent dans les écoles algériennes depuis l'indépendance. Or, il n'y a rien de plus faux. La victoire militaire a été remportée par l'armée française pendant la guerre d'Algérie. En 1961-62, l'armée de libération nationale, la branche armée du FLN, était vaincue. Certes, le FLN a remporté une victoire politique grâce à l'appui de puissances extérieures, à l'ONU et ailleurs. Ils ont réussi à contraindre la France du général de Gaulle à négocier. Le général de Gaulle
ne demandait pas mieux, je pense, que de se débarrasser de ce fardeau qu'était l'Algérie. On oublie de dire que pendant cette guerre d'Algérie, il y a eu davantage d'Algériens combattants dans les rangs de l'armée française, en tant que militaire ou en tant que supplétif, que dans les rangs du FLN, de la LN. On oublie de dire que le FLN a massacré davantage de monde, beaucoup plus de monde, que l'armée française, que ces massacres commis par le FLN ont visé principalement les Algériens. Les tueries entre le FLN et les autres factions nationalistes algériennes, ainsi que les tueries internes au FLN, ont été épouvantables. Donc le total de morts causées par le FLN est bien supérieur au nombre de morts causées par l'armée française. Mais c'est une vérité qui n'est pas bonne à dire et que l'on cherche à cacher sur l'autel de la réconciliation franco-algérienne et du travail fait pour renouer des relations normales avec ce pays. Car dire ce que je viens de dire, c'est déconstruire le mythe de la lutte de libération nationale héroïque du FLN, et c'est donc miner les assises mêmes du pouvoir algérien, du pouvoir militaro-affairiste qui, pour le malheur de l'Algérie, est au pouvoir depuis 1962. Alors, il est un conflit dont j'ai souvent parlé et qui me touche de près, puisque j'ai travaillé dans ce pays et je me suis beaucoup intéressé à ce pays et à la région des Grands Lacs. Je veux parler du Rwanda. J'ai même écrit un livre qui s'intitule « Rwanda, 25 années de mensonges ». Alors là, au Rwanda, on a une accumulation de mensonges. Et comme en Algérie, le pouvoir issu de cette terrible guerre qui a eu lieu entre 1990 et 1994, le pouvoir donc qui s'est établi à l'issue de ce génocide a construit sa légitimité sur ce génocide. Et ce pouvoir n'a eu de cesse que de dire que les victimes du génocide étaient dans leur quasi-totalité des Tutsis et que les massacreurs étaient dans leur totalité des Hutus, milices extrémistes Hutus, ex-armée rwandaise. Or, là aussi, la vérité n'est pas aussi simple. Il y a eu des massacres commis par les extrémistes Hutus, c'est indéniable. Il y a eu des centaines de milliers de Tutsis qui ont été massacrés, c'est indéniable. Mais dans le même temps, il y a eu également des massacres commis par le FPR, le Front patriotique rwandais de Paul Kagame, du moins sa branche armée, qui, dans la première partie de la guerre, a commis des massacres ou des assassinats sous faux drapeau, comme on dit, pour pouvoir discréditer le régime qui était en place à l'époque à Kigali. Et puis, après l'attentat contre l'avion présidentiel de Juvénal Habyarimana en avril 1994, lors de leur grande offensive, eh bien, les troupes du FPR ont massacré énormément de populations Hutus. Je pourrais évoquer le massacre de Byumba et bien d'autres. Et le pire, c'est que ces massacres ont continué bien après la victoire du FPR en juillet 1994. Et qu'ils ont continué ensuite, à partir de 1996, en territoire congolais. Donc si l'on fait le compte des morts, on ne peut pas dire que la majorité
ou que la quasi-totalité, comme on voudrait nous le faire croire, des victimes des massacres étaient des Tutsis. C'est faux. Il y a eu des centaines de milliers de Hutus qui ont été massacrés, et des centaines de milliers d'autres Hutus qui ont été massacrés en territoire congolais, et qui le sont encore, puisque la guerre se poursuit jusqu'à l'heure où je vous parle, chers amis. Il est un autre conflit où la vérité a été la grande victime. C'est le conflit Israël-Palestine. Les Palestiniens sont devenus, au fil des décennies, les spécialistes de la mise en scène pour accabler Israël. Bon, Israël n'est pas irréprochable, naturellement. En toute guerre, il y a des victimes. Mais nous acceptons sans discuter les chiffres qui sont fournis par le Hamas, par exemple, mouvement terroriste, qui avait le contrôle absolu et total de la bande de Gaza. Donc on accepte les chiffres des victimes de la guerre qui est en cours sans les discuter. Ils émaneraient d'un soi-disant ministère de la Santé. Je ne sais pas s'il existe un ministère de la Santé à Gaza, mais en tout cas c'est le Hamas. Et ces chiffres, certainement exagérés, ne font jamais mention de morts de miliciens du Hamas ou d'autres groupes palestiniens. On ne parle que des civils, et on met toujours en avant les femmes et les enfants. Je ne doute pas un instant qu'il y ait eu, malheureusement, des femmes et des enfants qui ont été tués dans les combats et dans les bombardements israéliens. Mais il est évident qu'une grande proportion des chiffres qui sont avancés sont constitués d'éléments armés, je ne sais pas comment les appeler, j'ai du mal à les qualifier de soldats ou de militaires, mais en tout cas de miliciens du Hamas ou des groupes ou des autres groupes terroristes palestiniens. Alors cette réflexion que je mène aujourd'hui devant vous, avec vous, j'ai eu l'idée d'en parler à la suite d'une nouvelle que j'ai reçue aujourd'hui même. Je ne sais pas si vous vous rappelez, chers amis auditeurs et auditrices, mais la semaine dernière, il y a un, entre guillemets, bombardement israélien contre un poste de la FINUL, la force d'interposition des Nations Unies, au sud Liban, qui a fait beaucoup de bruit. L'ONU a indiqué qu'un obus était tombé sur une de leurs bases au sud du Liban et que cet obus avait été tiré par l'armée israélienne. Cette base avancée de la FINUL était une base d'un détachement italien. Alors aussitôt, le gouvernement italien s'est emparé de l'affaire. Le ministre italien de la Défense, Guido Grossetto, a accusé publiquement Israël d'avoir tiré sur ses soldats à Bruxelles, au siège de l'Union européenne. Le secrétaire général des Nations Unies n'est pas resté silencieux lui non plus. Il a à nouveau mis en cause Israël dans cette affaire. Cette affaire a fait beaucoup de bruit et a suscité la réprobation internationale et a contribué à une crise diplomatique entre l'Italie et Israël. Or, aujourd'hui, le même gouvernement italien a reconnu que l'obus en question, qui n'avait d'ailleurs pas explosé, que l'obus en question avait été tiré par le Hezbollah et pas par Israël. Et qu'il s'agissait là encore d'une mise en scène, parce qu'était attendue une mission des Nations Unies au sud du Liban, et donc, afin d'accabler Israël, le Hezbollah a eu l'idée diabolique de tirer un obus, peut-être un obus à blanc, je n'en sais rien, contre cette base de la FINUL,
afin de pouvoir accuser Israël et d'affaiblir la position diplomatique d'Israël au sein de la communauté internationale. Le problème avec ce genre d'affaires, c'est que la semaine dernière, tout le monde a entendu les accusations. Tout le monde a entendu la réprobation internationale à l'égard d'Israël. Qui a entendu le communiqué du gouvernement italien? Qui a entendu le résultat de l'enquête diligentée par l'armée israélienne au sujet de cet incident? Même la FINUL a publié un communiqué typique des Nations Unies. Il ne fallait surtout pas, comment dirais-je, attaquer trop directement le Hezbollah. La FINUL a reconnu que l'obus avait été tiré par, alors je cite l'expression anglaise, un no state actors, tiré par des acteurs non étatiques. Ça veut dire que ce n'était pas l'armée israélienne, ça veut dire que ce n'était pas l'armée libanaise, et donc par déduction, vous pouvez en conclure qu'il s'agissait du Hezbollah. Mais ils sont bien gardés de mettre en cause directement le Hezbollah. Voilà les réflexions que m'ont inspiré cette affaire, ces réflexions m'ont fait remonter jusqu'à la bataille de Zama, jusqu'à cette malheureuse affaire de cette base des Nations Unies attaquée par, qui aurait subi un bombardement qui en fait n'en était pas un et qui ne venait pas d'Israël. En conclusion, je dirais que, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, la principale victime de toute guerre, c'est la vérité. Et que donc il faut bien prendre garde à ne pas surréagir lorsqu'un événement est annoncé. Il faut toujours laisser la poussière retomber, comme on dit, pour ensuite essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé. Il faut faire attention aux manipulations en tout genre. Et dans toutes les guerres, il y a toujours des manipulations de la part des parties en conflit, mais également de la part d'autres acteurs qui cherchent à avancer leur pion. Donc voilà, prudence, prudence, prudence quant à ce que l'on nous assène comme étant la vérité lors de conflits armés. Je vous remercie pour votre patience, chers amis auditeurs et auditrices, et je vous souhaite une bonne fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.